Donc là, la problématique, enfin, le problème le plus significatif actuellement, c'est que la formation initiale des enseignants est surtout, elle n'aide pas, elle n'est pas suffisamment efficace pour former les enseignants qui travaillent avec des enfants entre 4 et 7 ans. Donc les premiers degrés, les noyés, il y a des éléments, il y a quelques cours, quelques apports, mais tous les autres cours noient forcément ces petits apports. Donc nous travaillons, et c'est là où nous nous sentons le plus efficaces, en formation continue et surtout à partir de groupes qui nous sollicitent. Et évidemment, cette problématique-là est aussi au fondement du développement d'une didactique spécifique pour ces premiers degrés, ce qui nous occupe depuis une vingtaine d'années. Voilà. Donc, le dispositif dont il va être question méthodologique, dont il va être question ici, on l'a choisi pour plusieurs raisons, mais premièrement parce qu'il répond à certains objectifs de notre formation, à savoir que nous tentons de construire une culture commune entre enseignants dans un établissement, mais je dirais en plus entre les directions d'établissement, on essaye de réunir le plus de partenaires possible et parfois même certains des décideurs, ce qui est un travail assez fastidieux. Enfin, c'est un des objectifs. C'est aussi, le dispositif permet d'avoir une observation partagée dans les classes, c'est-à-dire que on essaye de construire, déconstruire, reconstruire des représentations à partir d'observations partagées et pas seulement de vidéos. On est dans les classes. Évidemment aussi le soutien de changements de pratiques, parce que on se rend compte que les apprentissages fondamentaux au départ de nos interventions sont compris comme lire, compter, écrire, et pas forcément dans notre perspective où on est plus dans des éléments liés à l'autorégulation, à l'apprendre ensemble, à l'estime de soi, des aspects plus globaux qui prennent toute la globalité de l'enfant, et particulièrement une méconnaissance d'un des apprentissages à mener avec les enfants, à savoir le jeu de faire semblant. Évidemment aussi, on tente de soutenir le changement carrément alors là de paradigme qui fait que on aimerait faire passer les praticiennes du tout à l'activité initiée par l'enseignant à un équilibre qui va les mener entre un équilibre entre les activités initiées par l'enseignant et évidemment les activités initiées par les enfants. Et ce qui nous amène aussi à nous rendre compte, et souvent après l'observation du jeu, qu'il y a aussi un besoin de les amener du choix de l'activité à la fois initiée par les enfants, mais souvent extraite de méthodes ou de moyens d'enseignement, comme on dit chez nous, à un travail un peu plus approfondi sur quels sont les savoirs que véhiculent, les savoirs de tout ordre, qui soient de l'ordre socio-affectif ou de l'ordre cognitif ou métacognitif, qui sont véhiculés par ces apprentissages. Et évidemment, nous voulons construire des outils professionnels innovants et adaptés. Et puis alors pour la recherche, c'est d'essayer de connecter avec le terrain, d'être le plus possible en reconnaissance de l'agentivité du terrain, c'est-à-dire de partir de ce qu'elles savent déjà, de ce qu'elles ne savent pas encore et de prendre avec, et donc de mettre à l'épreuve nos choix théoriques à la réalité de la classe. Évidemment, de les faire parler, de les entendre, ça nous permet d'identifier les croyances, les modalités de pensée qui pourraient faire obstacle. Et souvent, c'est l'idée que le jeu de faire semblant, c'est pas sérieux, que quand j'autorise du jeu de faire semblant, je suis pas en train de faire mon travail. Donc, d'essayer d'entendre ces choses, de les faire sortir en les aidant à être sécures dans ce moment de formation pour que ça sorte et qu'on puisse en faire quelque chose. Et évidemment, documenter ces processus de développement professionnel et d'identifier
qu'est-ce qui fait, à quel moment il y a des déclics chez ces praticiennes et les mettre en évidence et pouvoir ensuite développer, documenter, diffuser ces outils professionnels adaptés à cet enseignement qui n'est pas le même, à cet enseignement, cet accompagnement, cette éducation qui n'est pas la même que chez les plus âgés. Alors, c'est pour répondre à ces différentes dimensions qu'on s'est retourné du côté du dispositif Lesson Study. Pour la faire très courte, hein, je vous montrerai tout de suite un schéma. C'est un dispositif qui est originaire du Japon, qui a émergé il y a plus d'un siècle au Japon à l'occasion d'un changement de plan d'études en mathématiques où les enseignants, pour essayer de comprendre et de faire face à ce qui leur arrivait, ont pris l'habitude de se réunir pour résoudre des problèmes qui sont collectivement partagés. Donc c'est un dispositif qui nous a attirés d'abord peut-être parce que c'est un lieu où on considère que toutes les personnes qui participent sont portées par la même question, par le même problème, par la même envie de résoudre la même chose. Alors, ça se passe au Japon souvent entre enseignants. Parfois, ils appellent un chercheur. Parfois, c'est des enseignants d'un même cycle. Mais parfois, ils vont chercher des enseignants des cycles précédents ou suivants pour mieux comprendre ce qu'ils sont en train de résoudre. Et puis, la deuxième chose qui nous a attirés dans ce dispositif, c'est le fait on va sur le terrain. On expérimente ensemble des choses qu'on a envie de comprendre. Donc, on est vraiment dans une alternance extrêmement proche, extrêmement ce qu'on appelle alternance intégratrice. C'est vraiment un lieu où on essaye de construire entre la recherche, les connaissances actuelles et ce qui se joue dans la réalité quotidienne du terrain, quelque chose de très proche, de très tissé. Donc, on s'inscrit dans une perspective historico-culturelle où, issue des travaux de Vygotsky, mais plus particulièrement aujourd'hui des contemporains comme Edegard ou Marilyn Fleer ou plein d'autres, Marinova chez vous, qui s'inscrivent dans cette perspective-là, par rapport à notamment aussi parce que c'est une perspective qui nous permet de faire cohabiter la conception de l'information, de la recherche et la conception de ce qui se passe dans les classes de la petite enfance. Et c'est là, pour nous, c'était important d'avoir une cohérence entre ce qu'on défend par rapport aux enfants, ce qu'on défend par rapport aux adultes en formation et ce qu'on défend par rapport à la recherche. Et cette perspective-là nous permet d'être alignés par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va considérer le développement comme un changement de rapport au monde, et cette conception du développement est la même, que ce soit pour les futurs enseignants, les enseignants en activité ou pour les enfants le plus jeune âge. Donc, le dispositif classique qui a été en fait devenu très populaire à l'époque de Teams, des études Teams, parce que c'est surtout les enseignants de mathématiques qui se sont posé la question, mais pourquoi les élèves en mathématiques sont tellement meilleurs au Japon qu'aux États-Unis ou en Allemagne? Et puis, ça les a amenés à voir comment travaillent les enseignants japonais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension culturelle derrière, c'est que on est dans une perspective où c'est pas la personne qui fait la différence, mais vraiment ses actes. Et pour nous, ça, c'est important parce que de nouveau, en miroir avec ce qui se passe pour les enfants, on est en train de travailler sur des outils professionnels. Comme quand on travaille avec des enfants, on est en train de travailler avec des enfants sur l'acquisition d'outils moteurs, affectifs, cognitifs, etc. Et on essaye toujours de ne pas confondre la personne avec ce qu'elle est en train de développer dans une perspective, notamment d'éducabilité aussi. Donc, ces enseignants se réunissent parce qu'ils ont un sujet, une question, un problème. Nous, dans ma classe, j'arrive pas à faire comprendre les fonctions à mes élèves. Alors, on réunit une équipe d'enseignants avec des chercheurs, puis on étudie. C'est quoi la fonction? Ce serait quoi apprendre à faire des fonctions? C'est quoi l'enjeu de cet apprentissage? Et puis, on planifie un moment d'enseignement dans une classe. Et un enseignant va conduire la leçon dans sa classe pendant que tous les autres observent
ce qui se passe pour les élèves. Donc, on n'est vraiment pas en train d'observer la performance d'un adulte, ce qui donnerait une leçon, mais on est en train d'essayer de comprendre si les hypothèses qu'on a collectivement proposées, qu'est-ce qu'elles font faire réellement aux enfants dans cette classe-là. Et puis on analyse, on continue. Dans notre contexte, eh bien, la question c'est comment faire une place au jeu de faire semblant dans les classes, comment permettre au jeu de se développer, aux élèves de développer des capacités à jouer dans des jeux plus complexes, et comment progressivement faire usage de ce jeu de faire semblant dans différentes situations adaptées à l'école maternelle. Donc là, vous avez une modélisation un peu classique de ce qu'on fait avec eux. Notre objet, c'est le jeu. On n'est plus en train de planifier des leçons, mais de se préparer à un temps de jeu. Dans un premier temps, uniquement, on se prépare à laisser l'espace aux enfants pour qu'ils puissent jouer et à observer ce qui se passe pour les enfants dans le jeu. C'est pour nous la première étape, tant qu'on n'est pas convaincu que quand on laisse cet espace aux enfants, eh ben, il se passe des choses pour eux qui sont intéressantes. Pour nous, la suite n'est pas très intéressante. Donc, on entre par cette porte-là, on discute, on analyse ce qu'on a observé, et on analyse ce qu'on a observé ensemble. Et là, c'est un enseignant ou une enseignante qui nous prête sa classe. Je vous prête la classe, on lâche tout, mais il n'y a pas d'enjeu de vous venez voir comment je travaille moi ou des choses comme ça. C'est simplement une classe qui est prêtée pour qu'on fasse quelque chose. Dans un deuxième temps, on va travailler sur comment je peux intervenir dans le jeu des enfants avec une porte d'entrée essentiellement orientée jouer avec, prendre un rôle et être un partenaire de jeu avec tout ce que ça implique. Ça veut dire que si les enfants n'ont pas envie de jouer avec moi, ils ont le droit de pas jouer avec moi. Je suis comme un autre enfant quand je joue le rôle de partenaire de jeu, mais avec l'intention de leur permettre de faire évoluer leur jeu. Et puis, on continue vers d'autres observations avec, par exemple, là, la mise en place d'une réunion, d'une discussion collective qui intervient à la fin de la période de jeu et qui va essayer de faire le lien, de tirer parti de quelque chose qui s'est passé dans le jeu pour faire des liens entre ce que les enfants vivent dans leur jeu et ce qu'ils vivent dans d'autres moments de la classe, mais aussi pour leur apprendre à agir dans un collectif à partir de choses qui les intéressent, donc qui sont issues de ce que eux ont initié. Puisque un des enjeux de la maternelle, des premiers degrés, mais on va jusqu'à 7-8 ans, c'est notamment d'apprendre à apprendre ensemble. Mais on fait l'hypothèse que c'est plus pertinent au départ d'apprendre à apprendre ensemble à partir d'activités qu'ils ont choisies, à partir de leurs intérêts et non pas à partir d'activités qui tomberaient du ciel. Alors, l'intérêt du dispositif Lesson Study en termes méthodologiques, c'est qu'il nous donne accès à une variété de données extrêmement intéressantes. On peut enregistrer, j'ai mis en vidéo parce que quand on veut transcrire, c'est plus facile de filmer, mais enregistrer les échanges entre les enseignants. Et là, on a accès à des données qui sont pas de l'ordre de la réponse aux chercheurs. C'est le débat entre les enseignants à partir d'une question qu'ils se posent ou à partir d'une observation commune. Et en termes de conception, de tension, de négociation, d'interaction, on a des données que je trouve particulièrement intéressantes parce que non adressées. On peut accéder à des moments de film en classe et comme en général on est sur s'intéresser à ce qui se passe pour un élève, on a plein de données qui racontent l'histoire d'une heure de jeu pour un enfant, pour un groupe d'enfants. On peut avoir accès à des écrits produits plus individuellement par les participants. On prend énormément de notes de ce qui se passe et notamment de scripts de jeu parce que quand on suit un enfant ou un groupe d'enfants, on a cette histoire du jeu du point de vue d'un enfant et puis des questionnaires qu'on fait avant ou après pour observer certaines évolutions ou pas des conceptions et des pratiques. Alors je les ai mis en orange parce que pour la suite, c'est essentiellement ce type de données qu'on a exploré aujourd'hui. On aurait pu prendre d'autres, mais on a fait ce choix-là. Donc, on fait des analyses thématiques, on fait des analyses de contenu. Quand on est sur des interactions, on essaye toujours ou dans des écrits, on essaye toujours de croiser contenu et nature du discours pour essayer de voir si on est dans la restitution, si on est dans l'analyse, si on est, etc.
Et puis on utilise des outils proposés par Edegard et FLIR autour de ça, c'est plus par rapport à nos vidéos, hein, où on entre dans les données progressivement en essayant de reconstituer l'histoire de ce qui se passe en accord avec les acteurs pour progressivement identifier des morceaux, des séquences ou des éléments qui mériteraient d'être réfléchis un peu plus finement et puis de les interpréter à l'aide d'un certain nombre de concepts qu'on a posés a priori par rapport aux questions qu'on se pose. Et puis on utilise aussi les outils de Bramling et mère et fils en Suède qui justement essayent de nous empêcher de penser jeu et apprentissage de manière dichotomique, mais vraiment de penser activité initiée par l'enfant versus par l'adulte, ou activité de l'ordre du faire semblant ou de l'ordre du faire de manière plus canonique, qui existe autant dans les moments de jeu que dans les moments qui devraient exister aussi dans les moments qui sont pas appelés jeux. Donc on fait la guerre au découpage jeu et apprentissage. Et il nous aide beaucoup par rapport à ça. Rapidement, quelques effets du dispositif. Alors, quand on essaye, là à partir des retours des enseignants, de nos notes et des questionnaires qu'on a pu faire, on voit les enseignants qui nous parlent de connaissances inertes ou connaissances vivantes. C'est en référence à Whitehead. C'est très très vieux, mais le terme est toujours, je trouve, pertinent. C'est des enseignants qui nous disent maintenant on voit de quoi vous parlez. Ce que vous nous dites dans les cours, on l'a vu ensemble dans la classe. Donc, Isabelle donnera tout de suite un exemple, donc je vais pas me brûler. On voit aussi une attention. Alors ça, c'est très général dans les lessons study, puisque j'en ai mené aussi en mathématiques avec des enfants plus grands et autres. On voit un déplacement de l'attention de l'adulte vers ce qui est observable au profit de ce qui se joue du côté de l'enfant, de la perspective de l'enfant ou du processus d'apprentissage, et là, en l'occurrence, plutôt du processus de jeu. J'ai un exemple d'enfants qui jouaient aux espions en se baladant sous les bureaux avec une carte qu'ils ont imaginée. Eh bien, les enseignants qui n'observaient pas ces enfants la toute première fois ont rapporté à la fin de la séance, c'est des enfants qui ont fait les guignols pendant toute l'heure, ils ont juste joué à faire du bruit et à courir sous les bancs. Et puis en fait, on a vu qu'en les suivant, en les observant, en adoptant la perspective des enfants, on avait deux petits espions qui avaient construit un scénario extrêmement complexe, qui avaient fait une carte pour anticiper leur déplacement, enfin, etc. Mais ce qui ne se voit pas a priori. Donc c'est vraiment ce mouvement-là qui est cherché avec les lessons study. Évidemment, on passe d'une attention sur les qualités personnelles d'un enseignant qui serait extraordinaire en soi vers un enseignant qui a développé des pratiques qui lui permettent d'interagir dans la classe. On les voit commencer à prendre des risques. Prendre des risques pour des enseignants chez nous à la maternelle, c'est déjà juste laisser les enfants jouer, laisser les enfants mélanger le matériel partout, laisser ne pas contraindre avec qui tu joues, combien de temps tu joues, enfin, etc. Et puis en orange, on voit un travail qui nous reste à faire, c'est de travailler la connaissance pédagogique du contenu ou le rapport au savoir de ces enseignants, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que ils ont beaucoup de difficultés à identifier des savoirs dans les jeux des enfants, et souvent ils identifient des choses qui restent à un niveau très superficiel, comme ils vont identifier un enfant qui dessine une lettre, ils vont dire il écrit, ou un enfant qui compte des objets, ils vont dire voilà, il fait des maths. Et puis on aimerait plutôt travailler sur la capacité aux enseignants à voir des choses qui sont quand l'enfant ne maîtrise pas encore la technique, mais qu'il a compris l'intérêt ou la fonction des choses, qu'il est dans une démarche où il pense comme s'il devait écrire, mais sans avoir besoin de maîtriser les outils techniques. Donc c'est tout un travail de rapport au savoir qui est à reprendre. On a pu quand même aussi remarquer au niveau de l'évolution, du changement de certaines conceptions, et qui se rapporte un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure, qui est aussi travaillé, c'est cette temporalité. C'est en adoptant le fait que le jeu est important dans le développement de l'enfant, et que justement, quand on a observé, puis que la consigne était c'est 1 heure,
vous n'intervenez pas sauf s'il y a péril en la demeure. Ça les a fait expérimenter des choses où l'importance de ce temps long est advenue. Parce que, par exemple, au début, ça bouge, c'est des fois bruyant, et souvent, quand elles sont seules, elles stoppent là, parce que ça leur fait peur. Et comme il y avait cette obligation de tenir, eh bien, elles ont pu se rendre compte, elles ont expérimenté qu'à un moment donné, le bruit diminue, que les conflits à se partager des éléments diminuent et que ils commencent là à travailler entre eux, à collaborer, à jouer, à inventer, et que tous ces éléments-là, eh bien, demandent de l'autorégulation, demandent pour certains de laisser la place à l'autre, pour d'autres d'assumer leur choix, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu très très fort. Que c'est pas avec n'importe quel, il n'y a pas besoin d'un matériel cher. Il n'y a pas non plus, il faut quand même réfléchir le choix du matériel qu'on met à disposition des enfants. Ce qui les a le plus marqués et là où il y a le plus d'évolution, je pense, c'est d'autoriser la prise, le détournement d'objets dans la classe des meubles. Le choix du matériel a été vraiment beaucoup discuté et je pense que là, il y a des conceptions qui ont évolué. Évidemment aussi, ce qui nous intéresse, c'est ce changement de paradigme au lieu de voir les manques, voir les ressources. Ça, c'est vraiment quelque chose qui les secoue quand même au départ, parce qu'au départ, elles nous identifient que ce qui manque. Et quand même, au bout d'un moment, il y a cette joie de pouvoir dire les ressources des enfants, parce qu'en fait, elles en sont fières, dire ce qui est. Hein. Ok, mes enfants, ils savent plein de choses. Et puis alors, ce qui est chouette, ce que tu viens de dire tout à l'heure, elles identifient que parfois, c'est compliqué pour elles d'identifier le savoir qui est mobilisé par l'enfant, que ce soit socio-affectif ou autre. Et puis évidemment, le 3, elles s'autorisent. Voilà. Et en conclusion, d'un point de vue un peu plus méta, ça permet justement ce déplacement de l'attention, mais alors de tout le monde, que ce soit nous, les chercheuses, que ce soit les praticiennes et évidemment les enfants, ce déplacement de la personne vers un processus d'apprentissage, vers un processus de développement et même parfois collectif. Évidemment, la construction de connaissances communes et essayer de diminuer cette distance entre le monde de la recherche et le monde du terrain. Et puis, nous avons vraiment parfois été surprises par les réactions des enseignants. On s'était projeté, on avait fait des hypothèses, puis en fin de compte, ça tombait complètement à plat et ça mettait à l'épreuve notre discours autour de ce qui aurait pu se passer. Et puis évidemment, cette importance de réfléchir les postures des chercheuses et vraiment de laisser une grande part à l'écoute et à la prise en compte de ce qui arrive de ces personnes, des praticiennes sur le terrain. Merci.